Bien. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on vous propose un webinaire sur le thème de l'autodétermination de l'enfance à l'âge adulte. C'est une formation qu'on a créée avec Marjorie Bernard et moi, donc je suis Alexis Leclerc, mais on va se présenter un peu plus en détail ensuite. Donc, on a créé cette formation pour Epsilon à l'école suite à une forte demande de la part des personnes accompagnées que ce besoin-là soit comblé. Alors, je vais me présenter d'abord. Donc, je suis éducateur spécialisé. Je travaille surtout avec des adolescents et des adultes autistes. À l'heure actuelle, je travaille en tant que coordinateur du groupe d'entraide mutuelle autisme de Nice. Et dans ce cadre-là, je suis responsable aussi du pôle sensibilisation à l'autisme. Je travaille en parallèle aussi, je fais de l'accompagnement de personnes autistes qui sont en entreprise. Et j'ai aussi écrit un livre, Il est autiste et alors, dont le thème est l'autodétermination en sous-texte. Hein. Ça reste un témoignage d'un accompagnement en mettant en œuvre l'autodétermination. Euh, j'ai eu aussi envie de me former à la santé mentale parce qu'on ne peut pas décorréler l'accompagnement des personnes autistes si on ne pense pas à accompagner aussi la santé mentale. Et donc, j'ai fait la formation de secouriste en santé mentale. Je suis aussi sentinelle et référent en santé mentale pour prévenir et intervenir en cas de harcèlement. Et je suis aussi certifié Pearce par UCLA. C'est un programme d'accompagnement d'habileté sociale pour les adultes. Et en parallèle, je suis formateur aussi au DU Autisme de Nice. Et depuis peu pour Epsilon à l'école. Donc, bonjour à tous, je suis Marjorie Bernard, je suis éducatrice spécialisée libérale. J'accompagne plus particulièrement des personnes autistes, adolescents et adultes. J'ai fait toute ma carrière dans un IME, d'abord en CES et puis en CESAD, où j'ai eu la chance d'être formée à l'ABA. Donc, j'ai eu la certification autisme, éducation et analyse appliquée du comportement sous la supervision de l'OUSDEN. Et tout comme Alexis, il m'a paru très important de me former en santé mentale. Donc, j'ai également suivi cette formation. Alors donc voilà, donc on travaille pour Epsilon à l'école. À savoir donc que les slides que vous allez voir sont protégés. Donc voilà. Aujourd'hui, les objectifs de ces webinaires, alors il faut avoir en tête que c'est une formation qui dure normalement 3 jours. Donc là, on a fait une version condensée sur 2 heures. Donc ça va être rapide, mais on va pouvoir quand même déjà vous donner des pistes pour mettre en place les principes d'autodétermination dans l'accompagnement. La première chose qu'on va voir, c'est de définir le concept d'autodétermination et les dimensions qui la composent. On ne peut pas parler d'autodétermination sans avoir repéré aussi ce qui peut freiner l'autodétermination. Et on verra ensemble un petit peu comment mettre en œuvre des stratégies et créer des outils qui tiennent compte de l'autodétermination des personnes. Donc là, on va vous demander de participer un petit peu. N'hésitez pas à dire comment vous comprenez cette image dans le chat et de nous proposer un petit peu ce que vous évoque un petit peu cette image et pourquoi on l'a mise là pour parler d'autodétermination. Donc dites dans le chat et les personnes qui gèrent le chat vont nous faire le retour. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Est-ce que tout le monde a vu les chats? Normalement, c'est dans la partie en bas. Ah, ça y est, on commence à recevoir. Du coup, il y a CI 17122 qui dit, si j'ai fait quelque chose à la place de quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément bon pour lui et ça ne correspond pas à ses besoins. Marie Reté, elle dit, ce qui nous semble bon pour nous, ce qui semble bon pour nous, même, ne l'est pas forcément pour l'autre. Florence, elle dit, faire à la place n'apprend rien. Coralie, la surprotection étouffe. Maude, si on n'apprend pas à la fleur à se protéger à elle-même, elle est dépendante des autres. Delphine pensait que les autres avaient les mêmes besoins. Mélanie, prendre en compte les besoins de l'autre qui ne sont pas identiques aux miens.
Françoise, elle dit, n'est pas décider de ce qui est bien pour l'autre selon son point de vue personnel. Ça, Linda, elle dit, il faut donner les choix. Cathy, les besoins des uns ne sont pas forcément les besoins des autres. Et Véro, elle dit, trop de protection ne permet pas l'autodétermination de la personne. C'est la question du risque. Bon, vous avez tous donné des bonnes réponses. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est aussi de regarder un petit peu, c'est un cactus qui, lui, n'a pas besoin d'eau. Et il pense que son besoin à lui, ce sera le même pour la fleur. Et en voulant la protéger de l'eau, en réalité, il la tue. Voilà, donc là, c'est un petit peu le concept qu'on veut aborder avec vous aujourd'hui. C'est vraiment de se rendre compte que parfois, en voulant bien faire, peut-être qu'on peut freiner les besoins de la personne. Alors déjà, pour avoir en tête ce que c'est que l'autodétermination, c'est la capacité d'une personne à être actrice de sa propre vie en faisant des choix éclairés et en prenant des décisions de manière autonome en fonction de ses préférences, ses valeurs, ses objectifs. Et elle repose sur 4 grandes dimensions qu'on va voir maintenant. Alors, on peut pas penser l'autodétermination si on n'a pas ces 4 grands principes fondamentaux en tête. Donc, on va les aborder un par un, en détail, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que ça représente et ce que ça implique dans l'accompagnement. L'autonomie, c'est la capacité à agir selon ses propres choix, ses valeurs et ses intérêts en se sentant à l'origine de ses actions. Alors là, on vous a mis un exemple en prenant le cas d'un potentiel élève, donc un enfant qui serait en classe et qui choisirait un sujet qui l'intéresse pour un projet et ça lui permettrait de plus s'impliquer et d'être plus enthousiaste dans le fait de s'impliquer dans ce projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus un individu aura ce sentiment d'autonomie, plus il va être motivé et cette motivation, surtout, elle va durer dans le temps. L'autorégulation, c'est la capacité à gérer ses pensées, ses émotions et ses comportements pour atteindre un objectif de manière autonome. Alors, on a repris un exemple avec un élève, du coup, un élève qui va planifier ses révisions, qui va être en capacité de voir les erreurs qu'il a fait, qui va adapter ensuite et se corriger, ça lui permet de développer son autorégulation et son sentiment de compétence. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus une personne va s'autoréguler, plus elle se sentira compétente et ça va venir nourrir sa motivation autonome. L'autoréalisation, donc c'est un processus par lequel une personne développe pleinement son potentiel et s'épanouit en accord avec ses valeurs et ses aspirations. En réalité, on peut définir l'autoréalisation comme la connaissance de soi. C'est la connaissance de ses forces, de ses compétences, de ses faiblesses. Ça permet entre autres de développer l'identité, de prendre des décisions cohérentes avec qui on est et en fonction de ses compétences. Donc, encore une fois, on a pris un exemple. Une personne qui choisit une voie professionnelle en accord avec ses passions et ses valeurs se sentira plus épanouie et plus accomplie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'autoréalisation, c'est le résultat d'un fonctionnement autonome, compétent et socialement connecté. En réalité, en accompagnant une personne vers plus d'autonomie, en valorisant ses compétences, en favorisant son inclusion sociale, on l'aide à avancer vers son autoréalisation. On ouvre le champ des possibles. Ça lui permet de découvrir d'autres activités et de mieux se connaître. Ensuite, on va parler d'empowerment psychologique. Donc, processus par lequel une personne développe son pouvoir d'agir, sa capacité à prendre des décisions et à influencer son environnement. On peut définir l'empowerment comme le pouvoir d'agir, exactement. C'est la personne prend sa place, elle fait ses propres choix. En fait, dans la pratique éducative, l'important, c'est d'accompagner la personne à identifier ses compétences, ses besoins et à prendre des décisions qui lui correspondent. Donc là, on a toujours pris l'exemple d'un salarié qui, lorsqu'il est impliqué dans les décisions de son équipe, il se sent plus engagé, il va développer davantage ses compétences. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'empowerment, ça permet à l'individu de devenir acteur de sa propre vie et ça renforce une motivation autonome et durable. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le fait de faire ses propres choix, ça permet à la personne de gagner progressivement en autonomie et en confiance pour finalement lui permettre d'être actrice de sa vie.
Alors là, vous pouvez voir les 4 piliers dont on vient vous parler. Ils sont complémentaires, ils sont interconnectés. C'est ces 4 piliers qui vont permettre à la personne d'agir et de construire un projet de vie qui va lui ressembler. Donc, l'autoréalisation, bien se connaître, l'empowerment, le pouvoir d'agir, l'autonomie, pas faire seul, mais en tout cas faire de manière, faire ses choix. Et l'autorégulation, c'est le fait de planifier, de s'adapter, de résoudre des problèmes. Donc, il faut que ces 4 piliers soient présents, en tout cas qu'ils soient interconnectés pour pouvoir permettre que l'autodétermination puisse se mettre en place dans la vie d'une personne. Donc, ce qu'on a vu, donc là, on a vu un peu les principes de base. Il faut quand même avoir en tête les freins à l'autodétermination, des freins qui sont un peu insidieux parce que pas forcément évidents et visibles. Il y a le validisme et l'intersectionnalité, mais je vais y revenir en détail tout de suite. Alors, dans les freins, donc il y a validisme et l'intersectionnalité, mais il y a aussi tous les types de pression que peuvent vivre des personnes en situation de handicap. Déjà, qu'est-ce que c'est que le validisme? Le validisme, c'est une forme de discrimination qui concerne surtout les personnes en situation de handicap. Ça repose sur une idée qui est implicite. Ce serait qu'être valide, ce serait une norme naturelle et préférable. Ça peut classer la façon de fonctionner, les corps, et on va dire que certains pourraient être considérés comme normaux et d'autres comme déficients, moins capables ou à corriger. C'est un système qui va, de ce fait, impliquer une infériorité numérique pour les personnes qui sont en situation de handicap. C'est important aussi d'avoir en tête que c'est un mécanisme qui est inconscient. On n'est pas validiste volontairement. Hein. Enfin, la société fonctionne comme ça. Des exemples de ce mécanisme inconscient, ça va être de supposer qu'une personne en situation de handicap est forcément dépendante. Ça, c'est fréquent aussi, c'est d'aller parler plus facilement à son accompagnant plutôt qu'à elle. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate vraiment même en tant que professionnel quand on accompagne une personne en situation de handicap. C'est à nous, professionnels, qu'on va parler d'abord plutôt qu'à elle directement. On peut féliciter excessivement pour des actions ordinaires. Ça, moi, je suis formé en ABA, donc j'ai appris le renforcement social et je me suis rendu compte que moi-même, au début, quand je travaillais avec des adultes, j'avais tendance à féliciter excessivement pour des petites actions. Et ça, c'est quelque chose qui peut être mal vécu pour les personnes. Donc, il faut l'avoir en tête. Et aussi, on peut penser qu'une vie avec une personne qui a un handicap, ça va être forcément triste. Cette mécanisme, en fait, elle fait partie un petit peu de notre éducation à travers les médias et les représentations sociales. C'est quelque chose qui est ancré, c'est un mécanisme qu'on doit du coup réfléchir pour pouvoir ensuite en sortir un petit peu, pour pouvoir mieux accompagner. Dans la société, le validisme, ça ne concerne pas que les comportements de chaque personne, ça a un impact sur, par exemple, les espaces qui ne sont pas adaptés. Récemment, par exemple, on voit beaucoup les bornes tactiles qui sont mises en place dans les espaces publics. Et par exemple, pour les personnes qui sont non-voyantes, ces bornes tactiles, elles ne sont pas efficaces. Elles ne permettent pas de rendre les personnes indépendantes. Le monde du travail aussi, qui est validiste de manière inconsciente, parce qu'on va avoir des normes de productivité, il va falloir être productif, donc rapporter de l'argent à l'employeur. Et donc, ça va impliquer derrière qu'on va moins tenir compte des besoins de la personne dans le cadre du travail. Les médias aussi ont une représentation validiste du handicap, avec une vision un peu tragique d'une vie d'une personne en situation de handicap. Donc, il faut quand même réfléchir à ça. C'est vraiment ancré dans la société. Donc, nous sommes éduqués avec cette image du handicap. Et ça va aussi induire des normes de performance et d'autonomie. Donc, on va tout de suite voir la personne en situation de handicap sous ce prisme-là. Il faut avoir en tête que la société va valoriser plus facilement le fait d'être efficace, indépendant et productif. Alors, l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été créé par Kimberly Crenshaw, qui était une avocate racisée. C'est un concept qui est important de définir parce qu'il n'est pas encore très connu et pourtant il a un impact pour les personnes en situation de handicap.
C'est un concept qui va aller analyser la manière dont une personne peut être victime de plusieurs formes de discrimination. Ces différentes discriminations vont forcément impacter son quotidien. Donc, sexisme, racisme, le validisme fait partie de ces discriminations, l'homophobie et la précarité sociale. J'insiste aussi un petit peu sur la précarité sociale parce qu'il faut penser que les personnes en situation de handicap vivent avec une AAH et ça les met de fait forcément en situation de précarité financière. Donc, ce qu'il faut comprendre avec ce concept d'intersectionnalité, c'est que la personne, elle est à un croisement en fait. Elle n'est pas que autiste, elle ne va pas être que homosexuelle ou que précaire au niveau financier. C'est ce croisement qui va nous intéresser en fait. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'intersectionnalité. Ce concept, il est important parce qu'il permet de comprendre des situations qui sont complexes, de ne pas se baser sur des analyses simplistes. Et ça permet de rendre visibles souvent des personnes qui sont invisibilisées. Ça invite à questionner les rapports de pouvoir, les normes dominantes et les hiérarchies sociales. C'est un outil qui permet d'analyser de manière un peu plus fine nos situations d'accompagnement. Mais pour que vous ayez quand même, parce que c'est un concept qui n'est pas forcément simple à saisir comme ça, je vous ai mis un fait divers qui a eu lieu récemment, que j'ai ajouté, c'était je crois il y a 2 semaines. Donc là, on est sur un homme autiste de 34 ans qui est aussi malentendant et qui est racisé, et donc qui a vécu une interpellation. Malgré le fait que la famille avait prévenu qu'il était en situation de handicap, cette personne a été mise en garde à vue pendant 40 heures. Donc là, dans cette situation, il a été réduit à un aspect, le fait d'être racisé, donc il a été victime de racisme, et il a été interpellé. Donc là, sa situation, son intersection n'a pas été respectée par les forces de l'ordre. D'où l'intérêt de sensibiliser le plus possible sur ces concepts. Il y a un autre aspect vraiment important dans les freins de l'autodétermination, c'est les différentes pressions que peuvent vivre les personnes en situation de handicap. Elles sont nombreuses, elles sont assez insidieuses aussi, puisqu'elles existent, elles ne sont pas clairement définies. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de les définir, de les mettre clairement et de les différencier aussi pour que ça puisse vous guider, notamment sur les avoir en tête quand vous voulez accompagner quelqu'un. Pensez toujours qu'un environnement va induire des pressions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces pressions, elles sont tout au long de la vie, et que la Haute Autorité de Santé a mis en avant l'importance de respecter la diversité des profils des personnes autistes. Et pour respecter ces profils, il faut connaître les différents types de pressions que vivent les personnes. Il y a la pression familiale. C'est une pression qui est inconsciente et qui est dans le fait de vouloir que l'enfant rentre dans la norme. Cette pression, elle est aussi subie par la famille, parce que la famille va être soumise au regard des autres. Je pense notamment aux familles qui vont au supermarché avec un enfant autiste qui peut avoir un comportement de crise pendant qu'il est au supermarché. Donc voilà, là, cette pression, elle existe. Il y a la pression sociale, c'est la pression qui est liée aux relations avec les gens. La pression normative, ça c'est une pression qui est importante aussi de connaître parce que je pense que dans nos accompagnements, souvent, on va vouloir mettre en place des objectifs d'accompagnement pour que la personne entre dans une norme. Donc c'est cette pression normative, c'est que pour y arriver, il faut savoir faire telle chose à tel âge, etc. La pression scolaire, c'est aussi une pression là, qui est induite par le milieu scolaire, que ce soit tout au long du parcours de scolarité d'un individu. Je pense notamment, j'aime bien ce terme, c'est de dire la posture d'élève. Et ça, c'est un concept qui est souvent imposé aux enfants en situation de handicap. Et par exemple, je prends l'exemple d'un enfant qui a un TDAH, on va lui demander de ne pas bouger. Au lieu de penser à mettre en place des outils pour qu'il puisse bouger ses jambes sur sa chaise, etc. Voilà. Donc là, ça veut dire que c'est une pression supplémentaire qui s'ajoute. C'est une pression que n'ont pas les élèves qui ne sont pas en situation de handicap. La pression institutionnelle, cette pression, elle agit à la fois sur les personnes qu'on accompagne, mais aussi sur les professionnels. Là, ça va être de vouloir, par exemple, mettre en place des objectifs pour que une personne qui est accompagnée sorte rapidement de l'institution pour laisser la place à d'autres personnes. La pression liée à l'autonomie à l'âge adulte,
Donc là, c'est la pression, à tel âge, il faut savoir faire ses courses, il faut être marié, voilà. Et là, j'insiste sur cette pression-là parce que c'est une période de 16 à 25 ans qui est compliquée pour les personnes autistes et qui est souvent pas accompagnée. Et il y a une grosse pression sur cette période-là de la vie. La pression professionnelle, donc là, c'est une pression qui est liée au monde du travail, donc être productif, être efficace, être rapide, voilà, et du coup, le rythme de la personne ne peut ne pas être respecté. Et il y a la pression liée à la politique et à la société. Donc là, c'est toute la pression qui est liée aux lois qui sortent régulièrement pour les personnes en situation de handicap. Je pense notamment, par exemple, quand il y avait eu comme projet de loi de déconjugaliser la hache. Voilà, c'est ce genre de choses qui vont dans cette pression-là. Et il faut avoir en tête que toutes ces différentes pressions ont un impact lourd sur la santé mentale des personnes qui sont accompagnées. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les pressions que les personnes rencontrent sont souvent amenées par la famille et l'environnement proche. Dans le cadre des interactions sociales pour les personnes autistes, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que les normes neurotypiques qui sont implicites amènent des pressions pour les personnes autistes, que les systèmes éducatifs et médicaux sont absolument pas pensés en tenant compte des besoins des personnes. Et il y a aussi tout ce qui est les exigences d'autonomie sociale et professionnelle. Donc là, les recherches actuelles visent à adapter les environnements plutôt que de demander aux personnes de s'adapter, elles, à l'environnement. Ça leur permettrait, si les environnements étaient adaptés, d'échapper un petit peu à ces pressions-là, qui existent. Mais si on adaptait plus les environnements, en ayant en tête tous ces concepts-là, les personnes seraient moins soumises à des pressions. Du coup, pour pouvoir déjà parler d'autodétermination, un des principaux acteurs d'autodétermination, c'est la famille. C'est la famille qui doit absolument être accompagnée et formée sur ces concepts d'autodétermination, parce que la famille, c'est elle qui va créer l'environnement sécurisant, qui va permettre à la personne de s'épanouir en tant qu'individu dès l'enfance, en pouvant mettre en avant ses préférences, ce qu'elle souhaite faire. Ce qu'il faut donc faire avec la famille, c'est l'aider à comprendre son rôle. Parce que le but, là, vu que la famille est l'acteur principal de l'autodétermination, c'est avec elle qu'il va falloir d'abord travailler. Parce que c'est là où la famille peut se substituer à la personne pour prendre des décisions. Et donc, pour conclure cette partie sur la famille, moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire que la famille, c'est le principal partenaire. Donc, tous les proches sont les principaux partenaires et c'est les premiers à accompagner pour soutenir et encourager le développement de l'autonomie de la personne. Alors ensuite, il nous a semblé vraiment important de parler de l'autisme et de la santé mentale. Pourquoi? Parce que les personnes autistes, elles ont vraiment un risque accru de développer des difficultés psychologiques, l'anxiété, la dépression, le burn-out, l'épuisement. Pourquoi? Eh bien, à cause des défis auxquels elles sont confrontées quotidiennement d'une part, et aussi et trop souvent à cause d'un environnement qui n'est pas adapté et qui favorise l'apparition de ces difficultés. Alors, les principaux, les facteurs les plus fréquents, c'est l'incompréhension sociale, la surcharge sensorielle, les exigences qui sont trop élevées et le masking, le fait d'essayer de cacher ces difficultés, ça engendre beaucoup de pression sur les personnes autistes. Alors, on va parler de l'impact du diagnostic. Alors, il faut savoir qu'un diagnostic précoce, ça a d'abord des points positifs. Donc, ça permet déjà une meilleure connaissance de soi, de son fonctionnement. Et du coup, par conséquent, ça permet de préserver sa santé mentale. Déjà, grâce à une meilleure identification de ses besoins et à un environnement du fait qui va être plus adapté, on va avoir accès aux droits et à des aménagements comme la RQTH, des accompagnements, donc qui vont faciliter en tout cas la vie des personnes autistes, et une scolarisation facilitée par des aménagements, l'AESH et des dispositifs adaptés. Mais ça a aussi des effets qui sont contre-productifs.
il y a l'orientation vers en fait, on va orienter plus facilement vers des dispositifs spécialisés qui sont souvent non inclusifs et parfois inadaptés aux capacités réelles. On va sous-estimer les compétences de la personne, notamment dans le monde professionnel. Il va avoir lieu aussi à des stigmatisations. Il va y avoir une surprotection familiale qui va freiner l'autonomie et l'estime de soi. On va même infantiliser la personne. Et de ce fait, elle ne va pas pouvoir vraiment se découvrir et pouvoir... on va pas vraiment l'écouter et elle va pas pouvoir... on va pas prendre en compte ses besoins et ses envies. Et il va y avoir un éloignement du milieu ordinaire. On va aller moins vers l'emploi, vers la formation, on va aller plus facilement vers des milieux protégés, alors que parfois, il aurait fallu juste des légères adaptations pour que la personne puisse être inclue dans le milieu ordinaire. Pour appuyer ce que dit Marjorie, les retours moi, que je peux avoir de personnes adultes que j'accompagne qui ont eu un diagnostic dans l'enfance, c'est qu'au moment de l'orientation, on ne leur a pas demandé leur avis, par exemple, pour être orienté vers des Ulysse. Ça, c'est quelque chose qui revient. Certains peuvent dire, mais moi, j'aurais aimé qu'on me laisse en milieu ordinaire, mais j'ai pas eu le choix, en fait. Et cette notion-là, elle est importante, du coup. Alors, le diagnostic tardif, alors lui aussi, il a des points positifs. Ça va permettre à la personne d'être plus autonome. Elle va mettre en place des stratégies d'adaptation, des prises d'initiative. Mais ça, c'est tout simplement parce qu'elle a navigué dans des environnements standardisés. On va avoir un accès à l'emploi en milieu ordinaire souvent, parfois, et souvent sans aménagement. Et par contre, il faut quand même savoir que le diagnostic, il est vécu comme un soulagement pour les personnes. Elles se sont souvent posé la question de pourquoi elles étaient comme ça. Parfois même, elles pensaient que c'était des défauts ou que les personnes pouvaient penser qu'elles n'étaient pas tolérantes ou pas, voilà, qu'elles ne faisaient pas d'efforts. Et du coup, ça permet une relecture de tout ce qui s'est passé et de se dire que voilà, toutes les particularités, les spécificités qui ont été pointées du doigt, ça avait une raison. Mais ça a aussi des limites pour les personnes qui ont un diagnostic tardif. Donc, il y a plus de burn-out, d'épuisement psychologique, puisque les personnes ont toujours camouflé, essayé de cacher, essayé de se standardiser à la société. Donc, du coup, le diagnostic, très souvent, il est dû à justement cet épuisement et les personnes vont aller vers des spécialistes et c'est là qu'on va aller vers des troubles, enfin, c'est là qu'on va aller vers des diagnostics. Souvent, les personnes autistes qui sont diagnostiquées tardivement le sont après un burn-out. Et c'est ce burn-out qui peut permettre d'avoir le diagnostic. Malheureusement, c'est après avoir fragilisé la santé mentale. Il y a aussi un accès qui est difficile au dispositif. En fait, du fait que les personnes, on pense qu'elles ont plutôt bien réussi, qu'elles ont quand même eu un parcours, en tout cas, correct. Du coup, c'est plus difficile pour eux d'accéder aux soins, aux aides. Et il faut savoir aussi qu'il est difficile pour eux de se refonder, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à voir avec cette nouvelle identité, en tout cas cette nouvelle facette de leur identité. Et c'est un chemin qui peut être difficile et douloureux pour certaines personnes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a ce qui s'appelle une période potentielle de surhandicap après un diagnostic. C'est-à-dire qu'une personne qui a masqué toute sa vie, elle arrête soudainement de le faire et l'entourage, les proches ont l'impression que la personne ne fait plus ce qu'elle savait faire avant, alors qu'en réalité, elle ne masque plus. Et c'est une période qui dure un certain temps. Certains le rencontrent, d'autres non. Mais voilà, il faut avoir en tête qu'avec un diagnostic tardif, il peut y avoir une petite période dite de surhandicap. Alors, la santé mentale et ses comorbidités. Bien qu'ils ne concernent pas toutes les personnes autistes, les troubles associés sont fréquents. Les plus fréquents sont le trouble anxieux, la dépression, les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil, le TDAH, le trouble obsessionnel compulsif,
le trouble de l'alimentation et le trouble du développement intellectuel. Encore une fois, l'environnement, il joue un rôle majeur dans l'apparition de ces troubles. Néanmoins, il faut quand même garder en tête le fait qu'il faut toujours vérifier, parce que ce n'est pas nécessairement lié à l'autisme. Donc, il faut quand même faire des recherches d'autres causes possibles. C'est pas corrélé. En tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est certainement un environnement inadapté qui va venir impacter la santé mentale et amener des comorbidités. Une personne autiste n'est pas forcément anxieuse, une personne autiste n'est pas forcément dépressive, mais c'est vrai que s'il y a un environnement inadapté dès l'enfance, ça va majorer le risque d'avoir des troubles anxieux ou des dépressions, par exemple. Alors, de ce fait, on s'est un petit peu attardé sur le TDI. Donc, le TDI, c'est le trouble du développement intellectuel. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est présent dès l'enfance. Donc, il se caractérise par des difficultés dans le raisonnement, l'accès à l'abstraction. L'accès à l'abstraction, c'est les capacités à comprendre ce qui n'est pas concret ou visible. Donc, le sens d'une expression, d'une idée, d'une situation. Et il faut savoir que les manifestations, elles sont variables d'une personne à une autre. Elles dépendent de la sévérité du TDI, de l'environnement, des troubles associés. L'autodétermination, elle concerne toutes les personnes, mais les spécificités du TDI, elles nécessitent des adaptations et des outils. De ce fait, je vous invite à consulter l'accompagnement de la personne présentant un TDI, autodétermination, participation et citoyenneté, qui est un document qui a été créé par la Haute Autorité de Santé pour donner des pistes, des outils, des recommandations pour accompagner, comprendre et soutenir l'autodétermination. Alors bien évidemment, c'est un outil qui va être beaucoup plus détaillé dans la formation de 3 jours sur l'autodétermination. Pourquoi on a tenu à insister sur le TDI, c'est qu'on constate souvent que les personnes qui ont un TDI ont encore moins d'opportunités d'être autodéterminées. Et c'était important d'appuyer un petit peu sur cet aspect-là parce qu'elles sont souvent extrêmement infantilisées. Alors, on ne peut pas parler d'autodétermination sans parler du consentement. Et ce que j'entends par consentement, c'est le consentement dans l'accompagnement. C'est pas une petite notion, ça devrait être notre priorité normalement dans nos accompagnements de s'assurer du consentement des personnes qu'on accompagne. Et du coup, pardon. Non, c'est bon. Donc le consentement, je vous ai mis quelques définitions quand même avant pour que vous puissiez faire le lien avec qu'est-ce que c'est réellement dans l'accompagnement. Donc le consentement, c'est un accord libre, volontaire, compris et réversible d'une personne avant toute intervention la concernant. J'insiste un petit peu sur le réversible et aussi sur le compris. Dans l'accompagnement, le consentement, ça participe au respect de la dignité, de l'autodétermination et de la qualité de vie. Et je dirais même un peu plus loin, c'est que je pense qu'il y a un aspect éthique, selon moi, dans le consentement, de s'assurer du consentement de la personne qu'on accompagne. Il faut que ce consentement il soit explicite. Donc, explicite, c'est quand un accord est exprimé clairement, alors pas que verbalement, ça peut être par la parole, un geste volontaire ou par un support de communication adapté. Le consentement implicite, c'est un accord qui va être déduit à partir d'un comportement ou des attitudes, mais ça, c'est un accord qui doit être, quand le consentement est implicite, qui doit être réfléchi en équipe et utilisé avec prudence, parce que c'est quand même sujet à interprétation. Et un consentement implicite, il faut d'abord l'analyser, pas une seule personne. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit réfléchi en équipe. Et le refus ou le non-consentement, c'est quand il y a un refus qui est exprimé, il faut le respecter un maximum. Il faut avoir aussi en tête que l'autodétermination, on a vu les freins, on a vu de quoi elle se composait, mais c'est surtout un excellent outil d'accompagnement. Et il y a un vrai intérêt à connaître les principes et à les mettre en place dès l'enfance, du coup, pour permettre à un individu d'être épanoui. Alors, pour la mettre en place, l'autodétermination, il y a quelques petits conseils. Donc, en 1, il faut prendre en compte déjà les capacités et les besoins de l'individu. Alors, je le reprécise, dans la formation de 3 jours, on prend du temps sur chaque domaine. Là, on va les aborder rapidement, mais
quand on fait la formation, on prend vraiment un temps sur chaque domaine. Donc, en un, prendre en compte les capacités et les besoins individuels, tenir compte de l'environnement de la personne et de son mode de vie. Je vais vous donner un exemple, mais un enfant que j'ai pu accompagner dans l'institution où je travaillais, on lui apprenait à manger avec des couverts, alors qu'en réalité, à la maison, il mangeait avec ses mains. Et toute la famille mangeait avec les mains dans un grand plat. Et donc, ça ne fonctionnait pas en toute logique, puisque ça n'était pas quelque chose qui faisait partie de son mode de vie. Donc, il faut connaître le mode de vie de la personne aussi. Il faut éviter les faux choix ou les décisions imposées. Les faux choix, ça va vraiment être un choix où on propose quelque chose que nous, on souhaite, et à côté, quelque chose que la personne, on sait que ça ne l'intéressera pas. Donc ça, il faut éviter d'utiliser le faux choix. Il ne faut pas confondre autonomie et indépendance. Donc l'autonomie, par exemple, une personne va faire ses courses mais a besoin d'aide pour aller sur son lieu pour faire ses courses. Elle va être considérée quand même comme autonome pour faire ses courses. L'indépendance, la personne va tout faire de A à Z. Elle va aller faire ses courses, elle va ressortir, etc. Donc autonomie, ça ne veut pas dire se passer d'aide. On peut être autonome mais avoir besoin d'aide. Il va falloir adapter les outils de communication et d'expression. Donc là, je pense notamment à la CAA, par exemple, qui est un bon moyen d'adapter les outils de communication. Mais je vais aller même un peu plus loin que ça, c'est vraiment de faire avec la personne, connaître vraiment de manière assez fine quels vont être les meilleurs outils de communication à utiliser avec elle. Il va falloir aussi avoir en tête les influences extérieures et les différents types de pression. Donc là, c'est ce qu'on a vu précédemment. S'il y a des erreurs commises, il va falloir les accompagner, les erreurs. Il ne faut pas empêcher les erreurs d'exister. S'il y a des erreurs de fait, on va accompagner l'erreur, on va accompagner la prise de risque et l'apprentissage qui va être lié à au fait de se tromper. Et il va falloir aussi respecter le droit de ne pas choisir. Les atouts, notamment dans l'autodétermination, ça va être déjà de favoriser l'autonomie, l'estime de soi et la qualité de vie des personnes accompagnées. Une personne qui est autodéterminée va gagner en confiance en elle, elle va se sentir mieux, va s'en rendre compte qu'elle agit et que ce qu'elle fait fonctionne. Ça va du coup renforcer son engagement dans les apprentissages et les interventions. Un aspect vraiment important, c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur, ça va réduire la dépendance aux aidants aussi. Si on soutient l'autodétermination et le fait que la personne peut décider toute seule, ça va lui permettre d'être moins dépendante, soit à sa famille, soit même aux professionnels qui accompagnent. Ça soutient l'inclusion sociale en donnant à la personne les moyens directement de défendre ses besoins et ses préférences. Et ça peut prévenir la frustration et la passivité souvent liées à un manque de contrôle sur sa propre vie. Je m'arrête une petite minute sur ce point 5. Je pense souvent à des personnes qui sont autistes et qui ne sont pas oralisantes. Si elles n'ont pas prise sur leur vie, elles peuvent avoir des comportements défis. Et ben, on va chercher à analyser ce comportement, alors que peut-être, ce qui n'a pas été réfléchi, c'est est-ce qu'elle a le pouvoir d'agir, même si elle n'est pas en capacité de le dire, oralement. Et ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête aussi quand on accompagne les personnes. Là, je vous ai mis un exemple qui est extrait du livre que j'ai fait avec Maxime Vindrier, qui est un jeune homme autiste. Alors, j'avais créé un outil avec un enfant, mais on en a créé un dessin avec Maxime pour vous expliquer un petit peu le principe de cet outil. C'est un escalier. On va mettre sur chaque marche, l'enfant va choisir les objectifs qu'il veut faire sur les marches. Donc, et il va choisir même l'ordre où il va travailler les objectifs. Dans l'idéal, c'est bien que les premières marches soient des objectifs qui sont faciles à atteindre, pour qu'ensuite l'enfant puisse arriver en haut de l'escalier. Alors avec cet enfant, c'est pas le dessin, mais avec cet enfant, on avait fait une petite photo de sa tête et il montait les marches dès qu'il avait atteint un objectif. C'était vraiment lui en fait qui gérait du coup ses objectifs et c'était lui aussi qui se voyait avancer. Alors, le contenu de ce tableau, alors là, on va revenir sur la prise de risque. Il nous a semblé vraiment important de faire un focus sur ce point-là, parce que c'est souvent une question qui revient lors des formations. Protéger, surprotéger. Donc déjà, il faut savoir que le contenu de ce tableau est tiré du site L'Accompagnateur. C'est un article qui a été rédigé par la chaire Autodétermination et Handicap, et je vous invite vivement à aller visiter le site, parce que c'est vraiment
un site avec des ressources précieuses concernant l'autodétermination. Et c'est un article qui donne vraiment des pistes sur les réflexions de la gestion du risque. Donc, ce qui dit, en gros, cet article, dans les grandes lignes, c'est que lorsqu'on veut agir avec autodétermination, ça peut s'accompagner d'un certain niveau de risque. Attention, ne pas confondre danger et risque. Lorsqu'on en danger, on menace la sécurité de la personne. Le risque ne doit ni placer la personne en situation de danger, ni de précarité. Mais par contre, si on veut donner à la personne les possibilités d'essayer de nouvelles choses, de développer son potentiel, de développer de nouvelles aptitudes, de connaître, de développer son identité, ça peut s'accompagner d'une certaine prise de risque. Et je dis bien accompagner. Moi, je pense que notre rôle d'éducateur, c'est d'accompagner ce risque pour permettre qu'il soit justement le plus profitable possible et le moins anxiogène pour la personne et pour les personnes qui l'accompagnent. Le problème dans la surprotection, c'est qu'on ne va pas créer de nouvelles opportunités de développement de compétences. Donc voilà, on va reprendre le tableau. Donc, on voit bien les différences qu'il y a entre protéger et surprotéger. Lorsqu'on va protéger une personne, on va lui donner la possibilité d'élargir ses champs de compétences. On va lui permettre de découvrir des nouvelles choses. On va aussi lui permettre de développer des nouvelles compétences, de mieux se connaître. Donc, on revient à l'auto-réalisation. Elle va permettre de trouver des réponses aux besoins qui vont la rassurer, explorer de nouveaux horizons. Ça va aussi encourager la prise d'initiative. Si une personne, elle voit qu'elle est capable de faire des choses, elle va avoir envie d'en faire de nouvelles. Et du coup, par conséquent, et c'est à ce à quoi on veut arriver, c'est développer l'estime de soi. Alors que, à l'inverse, surprotéger, évidemment qu'on va limiter le champ des possibles. Ça va empêcher la personne de développer de nouvelles compétences, puisque on va peut-être l'infantiliser, la réduire au handicap et ne pas lui permettre, à cause du handicap, en tout cas sous couvert du handicap, de faire de nouvelles expériences. Et du coup, elle va pas avoir le sentiment de faire partie de la société. Ça va amoindrir sa place dans la société et un sentiment d'oppression. Ça va empêcher la prise d'initiative. Moins on va lui permettre de faire des choses et moins elle va se sentir capable de les faire. Et par conséquent, ça va impacter l'estime de soi. Alors, la co-construction de projet. Donc, pour nous, l'autodétermination, ça passe par la participation réelle de la personne à son projet de vie et aux outils qui la concernent. Trop souvent, les projets et les outils, ils sont construits par la famille, par le professionnel, en dehors de la personne concernée. Co-construire les outils, ça signifie pour la personne de comprendre ce qui se décide pour elle. Ça lui permet de donner son avis et de participer à ses choix. Donc, comment créer un outil? Donc, c'est d'abord impliquer la personne dans la conception de l'outil. On ne fait pas un outil en dehors de la personne. On souhaite que la personne, elle puisse mettre à l'intérieur de cet outil ce qui la concerne, le projet, comment, si on veut mettre des adaptations, comment elle est capable comment elle souhaite mettre en place ces adaptations. Est-ce qu'elle est en capacité de mettre aussi? On va prendre en compte ses besoins. On va tenir compte du savoir expérientiel, du vécu. Si on sait qu'il y a des outils qui ont été mis en place et qui n'ont pas fonctionné, on ne va pas insister. On va essayer de mettre en place d'autres choses. On va respecter le rythme et les préférences personnelles. Quand on parle de préférences personnelles, ça peut même être des préférences esthétiques. C'est-à-dire que si la personne, elle souhaite, par exemple, j'ai souvent accompagné des jeunes à réaliser leurs outils sur des personnages qu'ils aiment, comme Mario ou comme Minecraft ou voilà, ce genre d'outils, même si ça n'avait en réalité rien à voir avec le support, mais en tout cas, si eux, ça leur faisait plaisir de mettre ces personnages-là en avant et que ça rendait ce support plus attractif, je pense qu'il faut vraiment leur permettre de le faire.
Donc, favoriser la simplicité et la clarté. Effectivement, plus un outil est simple, plus il est clair et plus ça va permettre à la personne de pouvoir se l'approprier. Alors, encourager l'autonomie dans l'utilisation de l'outil. Moi, j'irais même un petit peu plus loin. Je pense que si la personne n'est pas en capacité de s'en servir seule ou si elle ne s'en saisit pas toute seule, je pense que l'outil n'est pas efficace, ne sera pas efficace et qu'il faut peut-être essayer d'ajuster, de faire des changements. On en vient à l'étape suivante, adapter en fonction des retours et des ajustements. Si en discutant avec la personne, on se rend compte que l'outil n'est pas efficace, qui ne permet pas d'avoir des résultats, qui ne permet pas d'accéder à ses envies, à ses besoins, au projet, eh bien, il faut, avec la personne, réajuster l'outil et en faire un qui soit plus fonctionnel. Évidemment, respecter la diversité des modes des communications, si on doit peut-être faire en FALC ou autre, en tout cas pour permettre à la personne que ce soit adapté à elle. Et ce qu'on disait avec Alexis, c'est qu'en fait, l'étape ultime, c'est l'apprentissage de la conception d'outils par la personne. Ce qu'on souhaite vraiment, nous, en tant qu'éducateurs, accompagnateurs, c'est que la personne puisse mettre en place elle-même ces outils d'autorégulation. Merci. Ça dépend de l'objectif de l'outil, mais ouais. Voilà. Alors, on a beaucoup réfléchi avec Marjorie, puisqu'on travaille depuis plusieurs années avec des personnes en tant qu'éducateurs et on a réfléchi à des domaines de compétences qu'il fallait accompagner dès l'enfance pour pouvoir permettre à ensuite une personne de grandir plus sereinement et d'avoir une vie autodéterminée. Donc, on a imaginé 10 domaines à accompagner, à soutenir, pour pouvoir permettre à un individu d'être réellement autodéterminé. Dans la formation, sur les 3 jours, on a imaginé un personnage qu'on appelait Lou. On la suit de ses 6 ans à ses 30 ans, à travers les 10 domaines de compétences qu'on va vous présenter maintenant. À chaque fois, on a fait une petite histoire donc, à l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte. Et on va s'arrêter à chaque fois en réfléchissant, en mettant en avant des objectifs à l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc là, on va vous présenter uniquement les domaines de compétences qu'on a identifiés. On a essayé quand même de varier et de penser à tout. Et on va vous en parler maintenant. Ça a été aussi, ce qui est important de dire, c'est que ça a été validé par des personnes concernées, des personnes autistes, qui, quand Alexis les a présentés, voilà, on dit qu'ils auraient aimé avoir cet outil et que ça aurait pu vraiment les aider dans leur parcours. Alors, le premier domaine de compétence, c'est se connaître et s'exprimer. Donc là, c'est vraiment, dès l'enfance, il va falloir penser à apprendre à l'enfant, si le diagnostic est fait de manière précoce, ça va être de dédramatiser le diagnostic, d'expliquer à l'enfant comment il peut lui-même expliquer ses besoins en lien avec son fonctionnement. C'est quelque chose qui est primordial pour qu'à l'âge adulte, la personne ose plus facilement faire reconnaître ses besoins et demander elle-même ses adaptations, par exemple. Donc, et c'est à la fois aussi connaître ses forces, mais aussi connaître les points de fragilité potentiels à soutenir. Voilà, c'est vraiment un aspect très important. C'est pour ça qu'on l'a mis en numéro 1. La première chose importante à accompagner, c'est vraiment la connaissance de soi et le fait de pouvoir exprimer ses besoins. On vous a mis à chaque fois un petit exemple d'outil qui va avec le domaine de compétences. Donc là, c'est un support que j'ai créé avec un jeune autiste qui avait besoin de faire connaître ses limites à ses proches. Donc, je précise, cet outil correspond à une seule personne. Puisqu'il était co-construit, donc il ne correspondra pas à n'importe qui d'autre, mais il peut servir quand même d'inspiration. Là, donc, ça lui permettait de clairement exposer ses limites à ses proches sans qu'il ait besoin de les dire. C'était sous forme d'un contrat qui était signé par les proches, et quand je dis les proches, c'était aussi les professionnels qui l'accompagnaient, et les professionnels s'engageaient à respecter ses limites du mieux qu'ils pouvaient. Alors là, c'était lui qui avait décidé ça, mais à partir de 3 limites franchies, voilà, il s'est clairement exprimé qu'il se mettrait en retrait.
Normalement, le mieux, ça aurait été zéro limite, mais voilà. Il avait voulu trouver un juste milieu et qu'on reste sur 3 limites quand même pour que les personnes ne se sentent pas trop coincées par rapport à ce contrat. Ce qui était intéressant, en revanche, c'est vrai qu'il y avait la dimension on signe, on s'engage à le respecter, et ça a bien fonctionné. C'est donc un document qu'on construit, donc le visuel, tout a été choisi par lui. Donc, le deuxième domaine de compétence, c'est gérer sa vie quotidienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être capable de réaliser des activités nécessaires au quotidien de manière la plus autonome possible. Donc, gérer son emploi du temps, entretenir son logement, gérer les relations aux autres. C'est une compétence qui est primordiale, en tout cas, si on souhaite un jour vivre seul ou même si on vit comme malgré tout en collectivité, en communauté, le fait de pouvoir être le plus autonome possible dans ce qui concerne la vie quotidienne, c'est quand même une compétence qui est nécessaire. Donc ça, c'est un outil que j'ai co-construit avec une jeune que j'accompagne, qui avait de grosses difficultés à gérer son linge. Les affaires propres, les affaires sales. Dans son armoire, il y avait un mélange d'un peu tout. L'hiver avec l'été. Donc, ensemble, on a d'abord commencé par réorganiser l'armoire d'une façon qui lui correspondait le mieux. Parce qu'en fin de compte, l'armoire, elle n'avait pas été rangée par elle-même. Donc là, on a vraiment fait en sorte que le rangement se fasse avec une organisation qui lui corresponde. Et on a mis après en image ça collé sur l'armoire pour lui permettre d'avoir des petits rappels. Alors, elle est beaucoup plus autonome désormais. De temps en temps, on va jeter un œil dans l'armoire et on voit que c'est quand même nettement mieux et que ça lui permet d'être plus autonome et moins dépendante de ses parents dans ce domaine. Pour ce qui est du parcours scolaire et formation, donc là aussi très important déjà dans le choix d'orientation. Il faut apprendre du coup dès l'enfance à donner le pouvoir d'agir aux personnes qui sont dès l'enfance pour qu'elles puissent choisir réellement ce qu'elles souhaitent faire et qu'elles ne subissent pas leur orientation. Et ça, c'est un domaine important. Et aussi dans ce côté parcours scolaire et formation, ça va être même de permettre à la personne directement de demander elle-même les adaptations dont elle a besoin quand elle est scolarisée. Donc là, alors vous n'allez peut-être pas voir beaucoup, mais bon, je vais vous expliquer. Ça, c'est un outil, je l'ai anonymisé, mais c'était un outil pour un jeune qui était étudiant et qui ne se sentait pas de demander ses adaptations au corps enseignant. C'était dans les études supérieures. Donc là, on s'est vu. On a construit cet outil tous les deux. Il a choisi, il m'a expliqué quels étaient selon lui ses besoins. On les a clairement mis sur le papier. Et après, plutôt qu'il aille le dire oralement, j'ai besoin de ça, il a distribué ce document à toute l'équipe éducative qui l'accompagnait. Voilà, et ça lui a permis déjà de réduire son anxiété sociale parce qu'il n'a pas dû aller expliquer verbalement, voilà, moi j'ai besoin de ça. Non, là, ça lui a permis de donner ça. L'équipe s'en est saisie et après, il a pu se concentrer sur ses besoins sans s'inquiéter du fait que ça allait être respecté ou pas, parce que pour le coup, le fait que ce soit écrit comme ça et fait par lui a eu beaucoup plus d'impact que si ça avait été fait de manière… parce qu'il existe des documents qui peuvent être donnés comme ça au corps enseignant. Dans l'idéal, le mieux est de faire directement avec la personne pour qu'elle puisse demander elle-même ses adaptations. Donc, prendre soin de soi et de sa santé. Donc, je pense, Alexis comme moi-même, on est régulièrement en contact avec des jeunes et des adultes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur médecin traitant, qui ne savent pas vers qui se tourner en fonction de la difficulté qu'ils ressentent, qui n'ont aucune notion de tous les outils et de à quoi servent tous les outils comme la carte vitale, la mutuelle, comment on les obtient, à quoi ils servent, à quel moment on doit les présenter. Donc, c'était vraiment une compétence qui était primordiale pour nous de mettre en avant, ne serait-ce que prévoir un rendez-vous chez le docteur, identifier, déjà ne serait-ce qu'identifier ses problèmes de santé.
Après, on a aussi régulièrement des jeunes des jeunes et des adultes d'ailleurs, pour qui prendre soin de soi en termes d'hygiène, c'est un défi au quotidien, parce que parfois, c'est trop de faire ça en plus de tous les défis quotidiens, en plus de toute leur journée. Il faut aussi se prendre soin de soi, et sans compter aussi toutes les hypersensibilités que ressentent certains. Donc, c'est important de pouvoir avoir un focus là-dessus avec les personnes qu'on accompagne, et de prendre vraiment en compte leurs besoins, leurs difficultés, pour pouvoir, en tout cas, améliorer leur accès aux soins et à la santé. Alors ça, c'est un document qui a été créé par Alexis. Donc, c'est un document qui explique la carte vitale, pourquoi, pour qui, comment on s'en sert, où on s'en sert. Voilà, c'est un document parmi plein d'autres qui ont pu être créés, qui permettent en tout cas d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure compréhension des outils qui correspondent au système social, au système médical, excusez-moi. Alors là, c'est le point 5, c'est un aspect qui est vraiment primordial, c'est connaître et défendre ses droits. Parce que là, l'impact, il est plutôt lourd pour les personnes si elles ne connaissent pas et elles ne peuvent pas défendre leurs droits. Surtout que souvent, les personnes autistes peuvent être amenées à être sont plus fragiles en termes de manipulation, etc. et subissent un petit peu les choses. Une personne qui a appris ses droits et qui est en capacité de les défendre, c'est une personne qui sera protégée de ce risque-là. Et c'est pareil, c'est un aspect qui doit être accompagné dès l'enfance et appris dès l'enfance. Donc, par exemple, déjà en partant des droits de l'enfant, là, on a repris une affiche de graines de paix, mais faire comprendre dès l'enfance ce que sont les droits et les devoirs. Mais voilà, ça va permettre ensuite à l'adolescence d'aller apprendre ce que c'est que les droits quand on est en situation de handicap, qu'est-ce que c'est que la MDPH, quels sont les droits qu'on a dans le cadre de cet accompagnement-là, mais aussi tous les droits quand on est dépendant. Par exemple, je pense à tout ce qui est tutelle, curatelle. Tous ces aspects-là vont devoir être appris assez tôt, sans pour autant décider. Par exemple, si on pense à un préadolescent, on peut commencer à parler de tutelle, curatelle, etc. avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il sera forcément sous tutelle ou sous curatelle quand il sera un peu plus âgé, mais ils l'apprennent souvent à la dernière minute face au juge des tutelles, et c'est souvent quelque chose de traumatisant. Si c'était préparé en amont, ça éviterait peut-être ce traumatisme d'aller face au juge des tutelles et que la décision, elle soit prise dans l'urgence. Si c'est réfléchi assez tôt, la personne pourra choisir elle-même si elle souhaite être ou pas sous une mesure de protection. Alors ça, c'est un vaste sujet, gérer ces démarches administratives. Pourquoi ? Parce que c'est aussi bien, c'est anxiogène pour la majorité des personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou non. Et pourtant, c'est une compétence primordiale, d'une part pour faire le lien avec ce que disait Alexis pour accéder à ses droits, mais aussi pour répondre aux obligations quotidiennes, remplir des formulaires, prendre un rendez-vous, effectuer une démarche administrative, accéder à un organisme. Alors, le dossier MDA. Voilà, combien de fois on voit toutes les personnes s'arracher les cheveux avec ce dossier MDA, et elles sont très souvent, c'est la famille qui s'en occupe, ou alors une tierce personne. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes en situation de handicap qui puissent elles-mêmes remplir leur dossier MDA. Nous, on pense que ça doit être, en tout cas, les personnes doivent être familiarisées dès l'adolescence, en tout cas, déjà avoir un petit peu en quoi ça consiste, les documents qu'il faut fournir pour pouvoir un jour être autonome au niveau de la confection de ce dossier. Ça va permettre, entre autres, de réduire, c'est ce qu'on dit depuis le début, d'ailleurs pour tous les autres pans qu'on a vus, c'est réduire considérablement la dépendance aux autres. C'est ce qu'on souhaite en tout cas pour ces jeunes, c'est qu'ils puissent faire le maximum de choses tout seuls. Donc voilà, là c'est un visuel qui aide à comprendre le parcours MDPH et toutes les étapes qui en découlent.
Gérer son argent. Donc là, pareil, moi j'ai pu constater en accompagnant des adolescents que certains ne savaient même pas ce qu'était un découvert, ne savaient même pas ce qu'était un crédit à la consommation, ne savaient pas ce qu'était un RIB, ne savaient pas ce qu'était un chèque. Et c'est un enseignement qui doit être fait et qui est extrêmement important pour pouvoir aller vers une vie indépendante. Et donc, dans gérer son argent, ça va être vraiment, d'abord évidemment faire un budget, mais même ne serait-ce que savoir ce que c'est que tout ça, c'est compliqué pour tout le monde, hein. On a tous appris à gérer notre argent, mais si on peut leur permettre directement d'être en capacité eux-mêmes de gérer leur argent, c'est un point important pour en tout cas accéder à une vie indépendante, c'est de pouvoir gérer son argent sans être en difficulté financière, ou à l'inverse, en n'osant pas dépenser un seul sou. C'est fréquent aussi. Donc là, je vais vous montrer un outil qui a été fait par Marjorie. Je vais la laisser l'expliquer. Alors, c'est un outil qui a été co-construit avec un jeune que j'accompagne, un jeune adulte. Alors, ce qui est très important, Alexis l'a déjà dit, mais je vais le ressouligner, c'est que ces outils, ils sont vraiment individualisés. C'est une procédure pour faire un virement bancaire. Mais pour faire cette procédure, on s'est servi de l'application de sa banque. C'est-à-dire que toutes les procédures ne vont pas être les mêmes pour chaque personne. Donc, c'est vraiment important de le faire avec la personne pour que ça puisse vraiment lui correspondre. Donc là, effectivement, c'est une procédure pour faire un virement bancaire pour qu'il puisse payer ses factures de manière la plus autonome, voire même indépendante possible. Construire sa vie professionnelle. Donc là, pareil, pour accéder à une vie indépendante et avoir un salaire et avoir un poste adapté à ses besoins, voilà. Et pour pouvoir construire sa vie professionnelle, il faut aussi le réfléchir assez tôt, à l'adolescence, préadolescence même. Donc là, il y a dans ce domaine-là, ça va être savoir faire une lettre de motivation, savoir faire un CV, savoir gérer un entretien d'embauche, même si on sait que c'est difficile. Mais plus on entraînera tôt la personne, plus ce sera simple ensuite pour elle quand elle se retrouvera confrontée au fait d'aller vers le parcours professionnel. Je le rappelle, hein, cette période de 16 à 25 ans, c'est une période qui n'est pas à l'heure actuelle accompagnée en profondeur. Et donc, souvent, c'est là où les personnes vont avoir un risque de dépression, etc. Donc, accompagner assez tôt, prendre les devants, permettra d'accéder à l'âge adulte de manière plus facile, on va dire. Et en lien avec les besoins de la personne et ses envies. Parce que parfois, on est dans l'urgence et on se retrouve avec des personnes qu'on accompagne qui ont pris des emplois par dépit, qui n'étaient pas forcément en lien avec ce qu'elles voulaient, mais parce que ça n'a pas été pris peut-être assez tôt. Je te laisse expliquer cet outil. Je te remercie. Donc ça, c'est un outil qui a été créé avec un jeune que j'accompagne quand il cherchait un stage. Donc, on voit que d'un côté, du côté droit, il y a tout ce qui doit apparaître dans une lettre de motivation. Voilà, on l'explique. Et de l'autre côté, il y a des exemples de phrases qui pourraient être mises. En fait, ça donne vraiment ça donne l'exemple concret de ce qu'on pourrait mettre dans une lettre de motivation. Alors, vous voyez qu'on a corrélé les couleurs, faire apparaître ses coordonnées, nom, prénom, ça va avec la couleur qui correspond à cette partie-là. C'est quand on vous parlait de supports clairs, de supports qui permettent une compréhension rapide. Voilà, c'est tout à fait ce type de support dont on parlait tout à l'heure. Développer ses relations affectives et amicales, un point extrêmement important. Parce que souvent, les personnes autistes sont isolées, ont vécu très fréquemment du harcèlement scolaire et donc arrivent à une période à l'adolescence avec des traumatismes liés aux relations affectives et amicales. Et aussi, il faut avoir en tête qu'à l'heure actuelle, le tabou de la vie sexuelle et amoureuse des personnes en situation de handicap est encore bien réel. Et donc,
souvent les jeunes se retrouvent à arriver à l'âge adulte aussi sans avoir été accompagnés sur ces notions-là et le découvrent tardivement. Donc c'est un vrai point important à aborder pour permettre aux personnes d'avoir une vie amicale et amoureuse riche. Donc là, le conseil, on n'a pas mis un outil, on a mis le programme Pierce. Du coup, c'est vraiment un programme qui est en train d'être adapté du coup en France. Donc, et c'est un programme qui permet. Alors, c'est un programme on va d'abord apprendre aux personnes qui suivent ce programme à aller vers une vie amicale. Et quand on avance dans le programme, vers la fin, on sera plus sur la vie amoureuse, la vie affective. Donc, par exemple, dedans, il y a comment dire non à quelqu'un, ou aussi comment accepter quand on nous dit non. Voilà, c'est quelques exemples qui sont en lien avec la vie amoureuse. Le programme PIR, c'est un excellent outil pour aller vers la vie affective. Il n'y a pas la sexualité dedans, mais en tous les cas, déjà, pour savoir comment on fait quand on se retrouve à être attiré par quelqu'un, comment on va aller gérer un rendez-vous amoureux, par exemple. Voilà, tout est dedans. Affective et amicale. Ça commence d'abord par amical, c'est vraiment des compétences qui s'additionnent. On va être au début sur des compétences qui sont liées vraiment à la vie amicale, et plus on va avancer dans le programme, plus on sera sur la vie amoureuse. Il y a même la gestion de conflits, gérer le harcèlement, c'est dedans. Voilà. Un aspect important aussi, c'est d'utiliser le numérique en sécurité. Alors, utiliser le numérique en sécurité, dedans, il y a gérer ses réseaux sociaux, il y a aller sur des sites de rencontres, par exemple, il y a se préserver du harcèlement, ne pas diffuser ces informations. C'est tellement fréquent, en fait, que les personnes autistes se fassent arnaquer en ligne, et notamment en lien avec les vies amoureuses, que c'est un domaine qui doit être aussi accompagné assez tôt. Là, je vous ai mis un exemple d'un outil que j'avais co-construit avec un jeune qui allait sur les sites de rencontres. Sa famille, la famille lui interdisait d'aller sur les sites de rencontres. Donc, on a dû d'abord travailler avec la famille en disant peut-être qu'il peut aller sur les sites de rencontres, mais on va faire d'abord, plutôt que de lui interdire, voilà, on va lui apprendre comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que c'est lui qui a créé cette affiche avec mon aide, mais il y a eu un gros travail de recherche avant. Il a dû chercher. On a regardé des reportages sur YouTube, on a cherché les définitions, ce qu'était un brouteur, ce qu'était du chantage à la vidéo, ce qu'était un prédateur sexuel. Et ensuite, on a créé l'outil. Une fois on avait fait tout ce travail de prévention grâce à la recherche qu'on avait fait ensemble, on a créé cette affiche tous les deux. C'est lui qui a choisi la couleur rouge parce qu'il s'est dit il faut que j'ai la notion de danger quand j'ai cette affiche sous les yeux et quand je vais il faut que j'ai en tête qu'il y a des risques et que j'ai cette notion de danger. Donc il avait choisi la couleur rouge. Voilà, donc c'est vraiment un travail qu'on avait fait ensemble et qui lui a permis ensuite de savoir les risques qu'il pouvait rencontrer sur les sites de rencontres. C'est de ça dont on parlait tout à l'heure quand on parlait d'accompagner le risque. C'est tout à fait ce type d'outil et ce type d'accompagnement. Exactement. Alors, dans la formation, tout au long de la formation de 3 jours, normalement, on fait beaucoup d'études de cas qui sont basées sur des histoires réelles. Donc là, on vous en a mis une qu'on pense pertinente parce qu'elle résume, elle va un peu prendre en compte tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je vais donc vous lire l'histoire et il y a des petites questions ensuite. Vous pourrez répondre dans le chat aux questions qui seront posées. Le téléphone. Julien est un homme autiste de 32 ans présentant un handicap intellectuel. Il n'a plus de famille et est hébergé en famille d'accueil. Il fait partie d'une association qui accompagne des personnes autistes vers davantage d'indépendance. Au cours d'un échange avec un éducateur de l'association, Julien explique que la famille d'accueil lui a retiré son téléphone portable et a installé des caméras dans la maison. Il présente ces éléments comme étant normaux et ne semble pas les remettre en question. Au fil de la discussion, il finit par exprimer qu'il est embêté de ne plus avoir son téléphone, qu'il aimerait le récupérer. Il demande de l'aide à l'éducateur. Celui-ci contacte alors la famille d'accueil. Cette dernière explique que ses décisions sont justifiées car, selon elle, Julien serait incapable de gérer ses appels téléphoniques. Elle indique également que la surveillance est nécessaire parce qu'il est handicapé et qu'il faut assurer sa sécurité. Donc là, ce que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est vraiment tout ce qu'on a vu depuis le début. Qu'on réfléchisse un petit peu à cette histoire et qu'on pense à validisme, qu'on pense intersectionnalité, qu'on pense et aussi à tous les domaines
qui relèvent de l'autodétermination. Les 4 piliers. Je vais donc vous lire les questions qu'on a préparées, mais n'hésitez pas à donner votre avis sur cette petite histoire. Par exemple, si vous repérez du validisme, mettez-nous une petite phrase où vous pensez que c'est du validisme. Voilà, n'hésitez pas à le faire. L'objectif étant de synthétiser. On a choisi vraiment 7 études de cas pour synthétiser tout ce qu'on a vu précédemment. Première question, comment le fait de retirer le téléphone de Julien sans son accord peut-il interroger le respect de son consentement? On va faire question par question. Raimé, si tu veux bien me donner les réponses par question. Donc là, je repose. Comment le fait de retirer le téléphone de Julien sans son accord peut-il interroger le respect de son consentement? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais n'hésitez pas à écrire la réponse à la question dans le chat, s'il vous plaît. On a le temps, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a une personne qui dit on n'a pas parlé avec lui, cela a été imposé. Émilie et dit ils ne l'ont visiblement même pas posé la question. Ok. Remise en question de l'empowerment. Oui. Alors, dans l'histoire, je précise qu'il a 32 ans. C'est ce que j'allais dire, oui. Il est adulte et sans protection judiciaire. Il est question de ses libertés individuelles. Il fait ce qu'il veut. Cathy, elle dit éthiquement, c'est moyen. Et Florence, elle dit je l'entends qui est très peu Raimé. Ah, pardon. Je vais essayer. J'avais modifié les paramètres audio. C'était très drôle. Voilà, normalement, c'est mieux. Ah, on t'entend très bien là, parfaitement. Très bien. Merci, Florence, de nous l'avoir signalé. Coralie, elle dit du fait qu'ils sont handicapés, on oublie l'adulte et pas de demande à son avis. On a une personne qui dit, je pense que c'est parfois compliqué pour les familles qui ont aussi vécu souvent des situations compliquées. Sont une explication de leur réaction à certaines situations. Ceci dit, cela pose la question de comment la famille voit Julien, uniquement sous les prismes du handicap et ne pense pas à son âge. Merci de vos réponses. Qui sont tout à fait pertinentes et qui correspondent à ce qu'on attendait en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forte infantilisation, puisqu'il est puni du téléphone alors qu'il a 32 ans. Et derrière cette idée de retirer le téléphone, il faut quand même avoir en tête aussi les risques derrière, parce que s'il sort sans son téléphone et qu'il lui arrive quoi que ce soit, il n'a aucun moyen de communiquer. Deuxième question. Je voudrais juste rajouter, là, dans cette situation, on ne lui apprend pas à s'en servir comme il faut, correctement, de son téléphone. On lui enlève. Et de ce fait, voilà, encore une fois, on n'accompagne pas la personne à avoir une utilisation qui soit plus correcte de son téléphone. Exactement. En quoi la justification donnée par la famille d'accueil, il est handicapé, il faut le surveiller, peut-elle poser question au regard des droits de Julien? C'est du validisme, oui. Mais... dit Linda. Oui, c'est du validisme. Et puis effectivement, ces droits ne sont pas du tout respectés. Cela s'entend que l'handicap minimise les droits. Oui, c'est ça. Et il y a une autre personne qui dit la famille n'apprend pas à Julien à utiliser les téléphones et ne respecte pas ses droits. Donc, entre parenthèses, validisme. Exactement. Marie, elle dit c'est les points de vue très personnels de la famille sans prise des considérations de Julien et ses envies. Et Coralie, elle dit oui, du validisme, non-respect de ses droits. Exactement. Oui, exactement. Pourquoi le fait que Julien dise d'abord que la situation est normale, puis exprime ensuite un inconfort est important à prendre en compte? Sabrina, elle dit validisme, handicap, minimise les droits. La notion de conflit des loyautés. Oui, aussi, c'est vrai. Difficulté à exprimer ses besoins. Il n'a pas été entraîné à être libre de ses opinions. Exactement. C'est exactement ça.
Moratti, il Exactement. dit, il a été habitué à ce que d'autres décident à sa place et à obéir. Exactement. Être considéré comme un enfant, à être infantilisé. Donc pour lui, il n'y a rien d'extraordinaire à vivre cette situation. Mais il peut quand même dire que c'est pas tout à fait une situation dans laquelle il est confortable. En tout cas, il a repéré que c'était pas tout à fait normal. Mais avec quand même l'aide de l'éducateur. C'est quand même l'éducateur qui a pointé du doigt le fait que sinon, est-ce que tu penses qu'il aurait pu Peut-être. Pourquoi l'aide apportée par l'éducateur pour expliquer à Julien ses droits participe-t-elle à l'accompagnement vers l'autodétermination? Alors, cela va lui permettre de faire ses choix pour sa vie et donc l'acteur de sa vie. Bruno, il dit, cela lui donnera la possibilité de faire ses choix éclairés. Linda, il devient acteur. Coralie, elle dit l'affirmation de soi. Élise, il ne peut exprimer ses choix s'il ne connaît pas ses droits. Elsa, l'empowerment. Sa parole compte et il retrouve son pouvoir d'agir. Cathy, elle dit, ça lui permet de reprendre sa place d'homme. Et Françoise, elle dit, on lui donne des outils de participation. Merci. En quoi le fait de permettre à Julien d'exprimer son besoin de récupérer son téléphone s'inscrit-il dans le respect de son autonomie et de ses choix? Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Bon, on peut attendre un petit peu. Alors, on les considère comme un adulte à part entière. Et Elise, elle dit, il doit toujours avoir les droits de s'exprimer. On a une autre personne qui dit, parce qu'il doit pouvoir être acteur de ses choix et que même si les téléphones semblent pour la famille un détail, cela commence par un choix simple. Coralie, elle dit qu'il soit respecté en tant que personne adulte autodéterminée. Et Marie, elle dit lui offrir un espace, des paroles et valoriser son envie et appuyer cette dernière renforce sa confiance en lui. Bruno, il dit choix éclairé, assumé, possibilité de continuer du lien extérieur. Le téléphone est une extension de la fonction d'autonomie aujourd'hui. Et Florence, elle dit on est dans l'autodétermination pure avec les piliers. Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais vous remettre la slide précédente parce qu'il y a quelque chose d'important dans l'histoire racontée que pour l'instant personne n'a relevé. Je vous laisse regarder. Il y a quelque chose qui peut choquer dans l'histoire. Alors, Elsa, elle dit la deuxième phrase. Sophie, elle dit les caméras. Oui. Mais oui. Et Oui. la plupart des personnes commencent à se rejoindre sur la notion des caméras. Oui. Alors, j'avais volontairement pas mis de questions sur ce sujet pour vous faire réagir. Là, ce qui était encore plus choquant dans cette histoire, c'est l'histoire du fait qu'il y ait des caméras. Là, très clairement, on est sur déjà de l'individu, ses droits, son intimité ne sont pas respectés. Et c'est vraiment dû à de la surprotection potentielle, du validisme. Vu qu'il est handicapé, on ne peut pas lui faire confiance, donc on va mettre des caméras pour être sûr que quand il est seul, tout se passe bien. Voilà. Il y a aussi un aspect un petit peu pour la famille qui est de l'ordre du c'est plus confortable pour elle. Tu vois, elle va pas. Elle aura moins à se soucier, en tout cas, de ce qu'il va faire, de ce qu'elle va faire, et puisqu'elle peut le voir de manière rapide, efficace, en ayant ses caméras. C'est leur choix. Voilà, donc cette histoire, elle est intéressante parce qu'elle synthétise un petit peu tout ce que ça peut donner. On pense notamment aux pressions, au validisme, au fait de ne pas accompagner le fait que peut-être qu'il téléphone à droite à gauche, mais peut-être qu'on peut lui apprendre à gérer son téléphone plutôt que de... Voilà, et c'est pour ça qu'on vous a mis ici. Normalement, il y en a beaucoup des études de cas sur la formation pendant les 3 jours, mais on n'a choisi que celle-ci.
pour aujourd'hui. Alors, on va parler maintenant des évaluations des capacités d'autodétermination et de gestion du quotidien. Alors, il existe comme outil d'évaluation qui peuvent vous permettre d'un peu d'orienter où vous pouvez aller pour soutenir la personne. Il y a le LEFEL, c'est les compétences de vie indépendante, et qui permet, donc là, on est plus sur les compétences liées à la vie quotidienne, et il y a la partie qui est sur les compétences liées au monde du travail. Alors là, on vous présente le RIASEC. Donc, le RIASEC, c'est un outil qui permet d'aller en entonnoir sur le projet, qui pose des questions et qui permet d'aller en entonnoir sur le projet professionnel de la personne. Ça permet, via un questionnaire, vraiment de choisir un domaine de travail. C'est un questionnaire quand même qui est assez précis et qui tient compte surtout des centres d'intérêt. Donc ça permet vraiment d'orienter au moment de choisir le métier. Voilà. Il existe aussi le LARIDI. C'est un outil d'évaluation des compétences d'autodétermination qui est rempli par la personne. Donc là, c'est un outil qui est intéressant, qu'on peut vous montrer, je pense. Je vais voir, j'espère que ça ne va pas m'enlever mon... Ah, et non. Si. Du coup, non, je vais retourner sur les slides. Ah mince. On est toujours connecté, oui. Oui. C'est juste que je suis perdu pour le diaporama. Alors, attends. Tu veux bien? Oui. Du coup, je vais profiter pour vous transmettre quelques questions qui sont dans le chat. Concernant les derniers exemples, il y a des personnes qui disent comment est-ce qu'on accompagne le sentiment de sécurité des aidants. Alors, déjà, je pense que pour l'accompagnement à la prise de risque, il y a un vrai soutien en guidance parentale à faire sur cet aspect-là. T'as pas réussi, pardon? Non. Comme tu peux le constater. Il y a déjà un gros travail. Donc moi, je pense que les premiers à former sur l'autodétermination, ça va être les familles, les parents, qui sont, comme on l'a dit au début, les principaux partenaires pour accompagner la prise de risque. Il faut créer des outils de prise de risque, surtout. Évaluer la prise de risque. Il faut en discuter, il faut l'évaluer, et il faut que et ça, c'est dans la chaire autodétermination et handicap, c'est le professeur Martin Cahouette qui explique bien ça, et qui dit que c'est quand même, ce qu'il faut, c'est que chaque personne soit partie prenante de ce projet, de cette prise de risque. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexis, même formaliser sous forme de contrat. En tout cas, en discuter, et il faut que le risque il soit partagé entre les différents acteurs de l'accompagnement. Super, et on pensait merci. qu'un contrat était une bonne idée, en tout cas, peut être un outil en tout cas efficace. On a aussi une autre personne qui dit, est-ce que l'on peut considérer que c'est pour la famille un besoin d'être rassuré, mais il est évident qu'il faut accompagner à être dans un sentiment de confiance. Je pense que c'est les deux. C'est vraiment un besoin d'être rassuré, mais c'est un besoin, c'est surtout qui est normal. Hein, j'insiste, c'est tout à fait normal d'avoir peur en tant que parent. C'est cette peur-là qui, par contre, peut devenir un frein, effectivement, à l'autodétermination des personnes, surtout quand il y a un handicap. Donc, il y a, je pense vraiment, guidance parentale pour les familles et évaluer la prise de risque. J'aime bien avoir, quand même, il faut avoir en tête que les parents restent des experts de leur enfant. Et du coup, mine de rien, sans les parents, on ne peut pas travailler sur l'autodétermination. On a besoin des parents pour pas travailler sur l'autodétermination, puisqu'ils sont experts de leur enfant. Donc, c'est hyper important de rassurer les parents, en tout cas, notamment sur la prise de risque. Cette prise de risque, en fait, elle doit être encadrée. Voilà, on a une prise de risque, mais dans un cadre. Voilà, pour effectivement, et ce qu'on disait toujours, c'est que nous, on excluait le risque quand il y avait danger. Mais si ce risque, il est bien encadré, qu'il a été discuté, on pense qu'en tout cas, ça peut permettre de développer des compétences. Et juste deux dernières questions. Alors, une question qui dit, est-ce que la famille d'accueil est validiste? Quel travail engagé avec eux?
Il y a un travail d'éducation là pour le coup. Je pense qu'il y a un travail de formation même. Je pense qu'il faudrait que les personnes. Le validisme, c'est pas un petit concept et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis. Et je pense qu'on devrait tous être sensibilisés au validisme et encore plus quand on travaille dans l'accompagnement, que ce soit dans les écoles, qu'on soit en tant qu'éducateur, mais aussi tous les métiers du médico-social, on devrait être réellement formés au validisme. Par exemple, je pense au monde médical. Les médecins, souvent, sont validistes sans s'en rendre compte. Donc, Ok. il y a un gros travail d'éducation à faire sur cette notion. Et une dernière question, est-ce qu'il y a un Laridi pour enfants et adolescents? Alors, il y en a un pour ados. Adolescent, oui. Pour enfants, je ne sais Je sais pas. pas. D'ailleurs, en essayant de l'agrandir, j'ai enlevé le diaporama. J'espère que ça marche bien toujours. Est-ce que vous voyez le diaporama toujours, Raimé? Oui, on voit le diaporama. D'accord, super. Ok. Oui, donc il en existe un pour adolescents. Il existe par contre un outil, Epsilon à l'école, qui est en train d'être créé même pour évaluer les compétences d'autodétermination dès l'enfance. Voilà, je pense que je ne sais pas si je laisserai Lydie en parler, mais voilà, il existe un outil qui est en train d'être créé par Epsilon pour évaluer les compétences d'autodétermination dès l'enfance. Oui, du coup, je viens là. Oui, ça sera, on va l'appeler le DCA, l'outil d'évaluation des compétences d'autodétermination, hein, et il arrivera, je pense, voilà, début 2027, voilà, le temps qu'on ait le temps de bien tout finaliser, de mettre en page. Et qui est très concret, comme tout ce qu'il y a dans la formation ici. Voilà, ça sera vraiment décrit en termes de, voilà, de compétences observables, très smart à atteindre pour favoriser toute cette autodétermination dans les 4 champs qui ont été présentés au départ. Merci Lydie. Avec plaisir. Alors, quand même, là, on vient de vous parler de tous ces domaines de compétences qu'on a identifiés avec Marjorie. On a surtout eu envie de créer un outil qui réunirait ces 10 domaines de compétences. Cet outil va être édité par Epsilon à l'école et ça reprendra les 10 domaines de compétences qu'on vient de voir de manière. Alors, ce sera très précis. Par exemple, dans la partie gérer un budget, on a créé l'explication de ce que c'est que de gérer un budget avec des exercices. Donc là, ce qu'on a envie de vous montrer, c'est les premières pages qu'on a créées. Ça devrait sortir, je ne sais pas encore, mais je pense 2027, peut-être début 2027, l'outil qu'on a créé. Donc là, on va vous montrer juste les premières pages. Donc là, voilà, la page sur gérer son argent avec les premières pages. Voilà, donc je te laisse prendre Oui, la tout suite. à fait. Donc voilà, donc là on a la page qu'est-ce qu'un budget, mais il pourrait y avoir aussi comment on planifie des choses. Enfin, voilà, ça va être, on espère, un outil très riche qui va donner des process très très clairs sur, en tout cas, c'est des conseils sur comment on peut faire telle ou telle chose. Donc là, pour gérer un budget, c'est voilà, pourquoi faire un budget, c'est les outils qui peuvent s'y reporter, comment on le fait. Voilà, ce qu'il va y avoir avec chaque comment on appelle ça? Excusez-moi, chaque partie, ce sera les outils qui vont pouvoir se reporter, la boîte à outils. Voilà, l'outil va se compléter par une boîte à outils avec des outils clés en main pour permettre de les utiliser de manière le plus efficace possible. Et ce qui va être intéressant dans cet outil qu'on est en train de créer, c'est il y a à la fois, c'est à destination des jeunes directement, donc ils pourront, ils ont besoin de savoir comment on gère un budget, comment on fait quand on va à la pharmacie, toutes les réponses seront dans ce livre. Mais en parallèle de ça, il est aussi pour que les professionnels s'en servent pour enseigner aux jeunes adolescents. On l'imagine à partir de 12 ans, cet outil. Et à chaque fin de chapitre, on a fait surtout, on a imaginé des petits ateliers avec des jeux de rôle qui permettent de mettre en action les compétences qui ont été apprises durant le petit chapitre. C'est vaste, hein. On a essayé d'imaginer vraiment, on est parti de tout ce qui pouvait potentiellement être utile pour avoir une vie indépendante. Donc, il y a par exemple gérer ses réseaux sociaux,
Il y a, aide-moi parce qu'il y en a beaucoup. Prendre soin de soi, son hygiène, voilà, il y a comment on peut faire son dossier MDA, comment on gère son administratif, comment on prend ses rendez-vous médicaux ou autres, comment on peut prévoir une sortie avec ses amis. Voilà, c'est vraiment très vaste. On a essayé vraiment avec la participation de Lydie et de Marjorie de pouvoir balayer le plus de compétences et d'outils possibles qui pourraient favoriser, en tout cas faciliter la vie des personnes. Mais encore une fois, ça reste des conseils, ça reste des choses qui peuvent être réadaptées, qui peuvent être individualisées. Le tout, c'est d'avoir quand même un guide. Comme ça. Alors, l'objectif, c'est vraiment que ça puisse être utilisé même pas forcément pour des personnes. On se dit même que des adolescents sans handicap pourraient avoir besoin de ce genre d'outils parce qu'on apprend vraiment, il y a tout dedans. Voilà, on a vraiment essayé de balayer toutes les compétences potentielles pour avoir une vie autodéterminée. Notre hypothèse était que si les personnes avaient appris à gérer ça tôt, elles auraient une moins forte anxiété à l'âge adulte. Voilà, c'est un peu ça l'hypothèse. Donc, on a créé cet outil. Moi, je voudrais juste rajouter, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que l'autodétermination, oui, bien sûr, le plus possible, mais c'est aussi en fonction de la volonté des personnes. C'est-à-dire que là, voilà, cet outil va balayer un maximum de choses possibles, mais peut-être que la personne ne voudra pas gérer sa vie administrative. Peut-être que, par contre, gérer sa vie quotidienne, gérer sa vie sociale. Voilà, il faudra aussi respecter la vie de la personne sur ce qu'elle souhaite, sur quel objectif elle souhaite être autodéterminée. On arrive à la fin de nos slides. Donc, je vais te laisser la première partie. Donc, favoriser l'autodétermination, en fait, c'est un petit condensé de tout ce qu'on a vu, mais voilà, favoriser l'autodétermination, ça permet évidemment de développer l'autonomie, l'estime de soi, la qualité de vie des personnes, renforcer l'engagement dans les apprentissages et les accompagnements, permettre à la personne d'exprimer ses préférences, et de participer aux décisions qui la concernent, et soutenir l'inclusion sociale et la défense de ses besoins. Il y a des points de vigilance à avoir en tête, c'est de proposer des vrais choix et de vérifier la compréhension, d'adapter le soutien aux capacités et aux besoins de la personne. Il faut respecter le consentement et le droit aussi de refuser. Il va falloir aussi accompagner les expériences et apprendre aussi à partir des erreurs. Alors, on vous a mis une petite phrase pour conclure, c'est que l'autodétermination, ça signifie pas se débrouiller seul, mais être acteur de sa propre vie. Tout à fait. Voilà pour ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Alors, on était en train de consulter les liens pour les Daridi et en effet, les liens, il n'est plus en accès libre. Ah mince. Et par contre, je pense qu'on peut, voilà, il est en accès, mais via un achat. Voilà. Donc, il a dû être en accès libre sur un site où ça ne devait pas se faire quand on l'a trouvé. Et là, on l'a retrouvé, mais en payant. D'accord. Donc, du coup, on va respecter voilà, les droits d'auteur hein, et inviter les personnes à consulter le site là, sur lequel il peut être acheté. C'est ça. Il y a des personnes qui s'interrogent si sur l'outil que vous êtes en train de créer, il y aura la notion de gestion des conflits. Oui, il y a toute une évaluation de toutes les compétences sociales, de toutes les compétences émotionnelles, de l'empathie, de la gestion d'un conflit. Oui, c'est très de la connaissance de soi. C'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, le travail est réparti dans l'équipe Epsilon à l'école. Hein. Et oui, on a essayé aussi de faire quelque chose d'assez exhaustif. Et je pense que voilà, entre le DCA, le livret de Marjorie et d'Alexis et la formation, là, ça fait un ensemble vraiment très cohérent. Et ce que j'aime beaucoup, moi, en tout cas, dans ce qu'Alexis et Marjorie proposent, c'est que c'est très concret, comme les formations en fait qu'on a fait sur le scolaire, hein, Montessori ABA, où c'est très très concret. Là, voilà, c'est plus de la théorie, c'est plus de la philosophie, c'est ancré dans le quotidien.
Et voilà, c'est ce qui rend l'apprentissage possible et cette autodétermination vraiment très, très concrète. Donc, on est vraiment ravis de cette collaboration et voilà, de vous partager en fait voilà, toutes ces bonnes nouvelles hein, avec tout voilà, notre travail et puis ce qu'on est en train de créer pour permettre à toutes les personnes d'aller vers une vie plus autodéterminée et d'être plus épanouies. Merci beaucoup. Il y a des participants qui ont trouvé des liens pour se procurer l'outil, donc n'hésitez pas à consulter les chats, comme ça vous cliquez dessus. Il y a Sophie qui pose une question, si vous avez des conseils ou des outils pour travailler l'autodétermination au sein des écoles. Oui, et là, par exemple, il y a un outil qui est sur notre site internet. Là, il y a, si Alexis, si tu peux mettre le lien, hein, et c'est un outil pour que les enseignants ou même les AESH puissent évaluer si, dans leur façon d'interagir avec un élève, elle favorise ou pas le développement de son autodétermination. Donc, c'était créé à ce niveau-là, et Marjorie l'a ensuite réadapté pour des parents et pour des adultes aussi. Voilà. Oui, moi, effectivement, j'utilise également avec les familles qu'on accompagne ou voilà, j'incite les équipes qu'on accompagne à l'utiliser avec les familles. Il y a juste voilà, un travail à faire pour l'instant de transformation dans les phrases qui sont dans l'outil actuel, dans le sens où c'est écrit votre enfant fait. Et donc, effectivement, parfois, c'est aussi des adultes et pour certains, voilà, avec certaines familles, c'est nécessaire de l'ajuster. Mais dans l'accompagnement, c'est très utile, voilà, pour identifier comment accompagner nos jeunes en fait vers l'autodétermination. Et cet outil, il est gratuit, hein. Vous allez dans la page, voilà, Alexis vous me remettra les liens, hein, mais sur le site Epsilon à l'école, voilà, sur l'accueil, nos ressources. Et après, vous descendez un petit peu dans la page et sur l'onglet autodétermination, vous pouvez le trouver. Merci Lydie. Alors, il y avait une vignette pour une notion, ça, Alexis, c'est les vignettes qui expliquent l'autodétermination, mais il y a aussi le livret d'évaluation, justement, des gestes professionnels. Oui. Ouais. Oui, c'est en voulant cliquer, ça m'a enlevé le PowerPoint. Moi, je vais le chercher. Alors, moi, je l'ai là. Mais par contre, est-ce que je n'arrive pas à répondre? Ah, si, saisir une réponse. Je le mets. Alors, je profite, il y a des personnes qui s'interrogent si l'outil que vous êtes en train d'utiliser, de créer, vous allez le faire à la première personne pour que la personne elle s'identifie systématiquement dès qu'elle lit les éléments de votre outil. Pas forcément, ça va plus être comme un guide. Un guide, voilà, exactement. Ça va pas forcément être à la première personne. J'avoue qu'on n'y avait pas réfléchi, mais c'est en tout cas une réflexion je sais qu'on pas peut si mener. c'est une bonne idée de prendre la première personne, parce que vraiment, ça voudrait dire, on préfère utiliser la troisième personne parce que ça restera plus neutre. Et moins infantilisant encore. Et le moins, jeu, ouais, on prend pas la place de la personne. De la personne, exactement. Ouais. Et ça, c'est pas un ordre en fait. Hein, c'est comme on dit, c'est des conseils. C'est plus sous forme de guide. Un peu comme une recette, un to-do, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Quand on écrit des to-do, on met pas je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, On se c'est met, ça, c'est ça. Il y a une personne qui demande du coup, qui dit je crée beaucoup de supports en fac, etc. Et j'écris souvent le jeu pour le jeune directement, fausse ou bonne idée. Je dirais que là, il faudrait presque des études, peut-être plus poussées là-dessus, parce que là, on est sur des opinions, des avis, une analyse. Voilà. Non, Après, ma réponse serait de s'il y a possibilité de demander à la personne. En fait, si la personne, ça la gêne pas qu'on utilise le jeu, dans ce cas, faut le faire. Si la personne, en revanche, va dire qu'elle souhaite pas que le jeu soit utilisé, bah, vaut mieux éviter. Et peut-être que la question se posera pas en réalité si le support il est fait avec la personne. Peut-être que tout simplement, s'il est vraiment individualisé avec la personne, la question se posera pas. Il sera vraiment fait pour lui et ce sera, s'il est en capacité, bien évidemment, hein, mais bon, on arrive toujours peut-être à trouver un moyen de le faire participer et peut-être que la question se posera plus. Oui, tu as raison d'insister, Marjorie, là-dessus, parce que ça, c'est une clé, une originalité aussi de votre approche, hein. Vous co-construisez tous les outils. Et d'ailleurs, dans la formation, après, vous expliquez un peu voilà, comment procéder. Et c'est ça aussi, les retours que vous avez eus hein, des personnes voilà, avec autisme ou autre TND, hein, c'est ce qu'elles apprécient beaucoup dans votre approche. Parce que voilà, même, il y a aussi dans la richesse de vos outils hein, qui sont validés.
par les personnes avec autisme ou TND. Donc ça, c'est aussi très riche. On fait avec, en fait. On fait jamais avec. Et en plus, je pense même il faut bien réfléchir à le fait de faire avec, pourquoi c'est important, mais parce que quand on veut adapter pour que ça corresponde à quelqu'un, il faut faire avec. Ne pas faire avec, c'est prendre le risque déjà, je pense, de perdre du temps, parce que c'est pas dit que l'outil qu'on est en train d'imaginer va réellement fonctionner. Alors que si on fait avec tout de suite, au moins, la personne va pouvoir elle-même choisir si ça lui correspond ou pas. Et puis c'est notre savoir expérientiel aussi, c'est-à-dire qu'on a fait l'expérience comme tout le monde de faire les outils en dehors de la personne et on voit la différence quand on le fait avec. Voilà, en termes d'efficacité, ça n'a rien à voir. Il y a des personnes, il y a Marina qui pose la question de comment convaincre des professionnels réticents de changer leur comportement pour intégrer les concepts d'autodétermination. Il faut nous prendre en formation déjà. Alors Marina, je pense qu'il y a un vrai besoin de supervision. C'est ça. Je pense que là, ce qu'il faudrait, c'est vraiment avoir des personnes. Il faut convaincre, et pour convaincre, il faut un tiers qui serait externe à une institution pour parler d'autodétermination. Il faut déjà que les concepts soient compris. Parce que là, actuellement, les concepts sont là, ils existent, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et quel impact ça a? Je pense notamment au validisme, en fait. C'est un concept qui doit réellement être expliqué, même dans le milieu institutionnel. Pour le coup, l'outil est assez utile en autoréflexion. Moi, j'ai pas forcément présenté tout de suite le concept d'autodétermination aux parents. Je l'ai plutôt présenté comme un outil que j'utilise dans ma pratique. Je leur ai proposé de le regarder. En fait, d'eux-mêmes, en lisant les items, ils se sont rendus compte en fait qu'ils étaient vraiment dans le contrôle de toutes les petites choses du quotidien. Et eux-mêmes, en fait, ont eu cette réflexion-là. Donc, si c'est, voilà, parmi les outils qu'on a quand on travaille avec des collègues, etc., ça peut être un outil qu'on peut amener. Oui, tout à fait. Et il peut avoir des conflits entre un parent et des enfants, enfin, ou des jeunes adultes en situation de handicap, hein, comme il y a des conflits, voilà, entre parents, enfants. Et c'est plutôt sain d'ailleurs qu'il y en ait. Un conflit, c'est voilà, c'est quand on sait discuter, échanger, c'est souvent riche, voilà. Et ne pas avoir peur de ces conflits aussi, et c'est important, voilà, de le rappeler. Mais Alexis, il a raison, le fait d'utiliser une tierce personne pour pouvoir faire comprendre ce concept, c'est intéressant, surtout quand on va donner quand on va donner, comme on a fait tout à l'heure, la situation de Julien, quand on va donner des exemples concrets. Je trouve que ça permet vraiment de prendre vraiment la dimension de l'importance de permettre à la personne de faire ses propres choix. Voilà, et de trouver en tout cas toutes les possibilités pour lui permettre d'être le plus dans l'action et dans sa propre vie. Là, il y a beaucoup de personnes qui vous disent merci pour ce webinaire. Merci à vous beaucoup d'avoir pour été cette formation présent. riche et extrêmement intéressante. Je regarde si vous avez d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions, je pense. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Webinaire des grandes qualités, ça donne envie de faire la formation. Merci beaucoup. Merci encore. C'est nous qui vous remercions d'avoir été si nombreux à venir nous voir. Oui, ça fait plaisir. Ça nous encourage à continuer à développer voilà, les outils d'évaluation, d'apprentissage, les formations, voilà, pour aller plus loin avec vous. Et ça prouve qu'il y a une vraie volonté de faire évoluer les accompagnements. Il y a une personne qui s'interroge sur la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Alors, en fait, Alexis l'a plutôt bien exprimé, mais effectivement, c'est une notion qui est un peu complexe dans le sens où l'autonomie, ça ne veut pas dire faire complètement seul. Ça veut dire qu'on peut mettre en place des biais pour arriver à ce qu'on souhaite faire seul. Par exemple, un jeune qui veut se rendre au cinéma, il peut demander à ses parents de l'y emmener,
Mais ensuite, c'est lui qui va aller prendre sa place, qui va se rendre au cinéma et qui va être autonome dans le fait d'aller jusqu'au cinéma et de faire tout le reste. Voilà, il a regardé la séance, il a regardé à quel endroit il souhaitait aller, mais par contre, pour se rendre là-bas, il a eu besoin d'une tierce personne. Ça ne veut pas dire faire seul. Indépendant, ça veut dire vraiment faire en total, faire ça totalement seul. C'était clair? Oui, merci Bon. beaucoup, Marjorie. Merci beaucoup. Alors, les personnes elles se demandent si on va partager les ressources, si on va partager les outils. On va vous envoyer un email avec les outils que les formateurs y souhaitent partager, ainsi que les replays de ce webinaire dans les plus brefs délais. Alors, merci beaucoup pour ce webinaire, très intéressant, abordant un thème essentiel. Merci beaucoup pour ce webinaire, merci pour la qualité de vos webinaires gratuits. Alors, pour les gens qui sont venus au webinaire, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Facebook de ce que vous avez pensé du webinaire, des pistes d'amélioration ou des choses que vous avez particulièrement appréciées. Et merci pour la qualité de vos webinaires gratuits. Donc voilà, les publics qui sont contents. Merci beaucoup à Alexis et Marjorie. Ouais. Merci beaucoup. Super. Merci à Il y a vous. une Merci petite à vous. question juste sur parce que comme il y a eu beaucoup dans le chat sur l'adaptation française du programme Peers, donc peut-être Alexis. On arrive à la dire un fin. Normalement, ça sera OK, je pense, pour octobre. De toute façon, ça fera partie des petites ressources, je pense, qui seront voilà, avec les petits liens et qui seront partagés d'ici quelques jours. Merci beaucoup. Merci. Belle soirée. Bonne soirée à tous. Bonne À soirée à vous. tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.